Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici à l'Arsenal de Metz. Pendant 3 jours, les Assises internationales du journalisme, dont vous êtes le chef d'orchestre, veulent donner le ton, réinventer un métier, réécrire quelque part sa partition avec de nouveaux instruments, numériques par exemple, pour mettre l'information à la portée du plus grand nombre. Après Lille, Strasbourg et Poitiers, c'est à Metz que vous donnez rendez-vous les 5, 6 et 7 novembre à toute la profession, mais pas seulement, au grand public également, à ceux qui nous lisent, à ceux qui nous regardent ou à ceux qui peuvent évidemment nous écouter aussi à la radio. Pour cette 7e édition, Jérôme Bouvier, j'ai retenu 7 mots, verbes ou expressions sur lesquels je vais vous demander au médiateur de Radio France que vous êtes, à l'homme de radio que vous êtes, de rebondir en plus de 140 caractères, je vous rassure. On va commencer par l'actualité terrible de ce week-end, qui m'amène forcément à faire un détour par Kidal. L'exposition Photographier la guerre a pour thème la Syrie. Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI cherchaient à informer. Ils ont trouvé la mort au Mali. C'est une question difficile que vous posez là, puisque j'avais dit dans le petit édito que nous avons écrit pour ces assises de Metz, en conclusion, et surtout faire la fête du journalisme. Et cette terrible nouvelle de samedi soir rend compliqué ces derniers moments de préparation de cette fête du journalisme, puisque Ghislaine et Claude ne seront pas là, ils ont été purement et simplement assassinés d'après les informations que nous avons, que ça n'est même pas dans la couverture d'un conflit, et il se trouve que j'ai eu l'honneur de diriger la rédaction de RFI pendant 2 ans, et donc de travailler avec Ghislaine et Claude pendant 2 ans, que cette rédaction a déjà payé dans cette terrible automne, puisque l'automne est meurtrier, la mort de Johan Sutton et Pierre Billot. C'était au tout début de la couverture de la guerre en Afghanistan, avec la chute de Kaboul. Et puis Jean Hélène, 2 ans plus tard, en Côte d'Ivoire, que j'ai vécu de près ces 2 événements. Et il y a là quelque chose d'à la fois insupportable et en même temps qui montre que ce métier est absolument nécessaire. Que je suis très heureux de voir que dans la douleur, tous les confrères et les consoeurs de RFI, qui seront présents d'ailleurs ici aux Assises pour un certain nombre d'entre eux, pour saluer la mémoire de Ghislaine et de Claude, et ce sera mercredi 6 à 16h30 ici à l'Arsenal. Eh bien, je suis heureux de voir que tous ont pour première réponse, malgré la stupéfaction, malgré la sidération, de dire de toute façon cela ne nous empêchera pas de continuer à aller ici au Mali, mais aussi ailleurs, pour continuer d'informer, parce que c'est la fonction même du journalisme que d'informer. Le mot reconstruire que Patrick de Saint-Exupéry, cofondateur et rédacteur en chef de la revue 21, préfère dans l'édito qu'il signe sur le programme officiel qui est devant nous, au verbe réinventer pour retisser le lien avec le public. Alors, paradoxalement, je suis assez d'accord, bien que c'est nous qui avons finalement arrêté le choix de ce titre, de cette interpellation d'ailleurs plutôt des assises, qui est réinventons le journalisme. Faut-il réinventer le journalisme? Je suis assez d'accord avec Patrick de Saint-Exupéry, à savoir que quelles que soient les révolutions technologiques, et Dieu sait si elles nous tournent boule, tous autant qu'on est, même si je vois que le Républicain Lorrain a pris le virage résolument et s'est inscrit dans toutes les nouvelles opportunités qu'offre la révolution numérique, mais il faut reconnaître qu'elle nous tourne boule sur le plan économique, sur le plan éditorial, sur le plan des pratiques, et surtout elle tourne boule l'usage de nos publics, c'est-à-dire qu'on n'est pas très sûr de savoir comment aujourd'hui intéresser nos publics à une information de qualité, et qu'est-ce que le public est prêt à débourser ou ne pas débourser pour obtenir cette information de qualité. Et voilà, donc c'est dans cette période troublée, je pense qu'il y a la nécessité de dire nous avons des nouveaux outils, ils sont fantastiques et ils permettent 1000 choses, et en même temps ce ne sont que des outils et reste la pratique journalistique, et que ce soit en 140 signes, pour reprendre votre invitation de tout à l'heure, sur Twitter, eh bien, ça ne révolutionne pas le journalisme, ça révolutionne un outil du journalisme. Le journalisme reste la même chose, c'est-à-dire aller sur le terrain, aller enquêter, aller rendre compte, aller vérifier l'information, aller la croiser à plusieurs sources et aller la restituer auprès du public en respectant un certain nombre de choses, comme le droit à l'image, comme le respect de la personne, la vie privée, etc. Donc les fondamentaux ne bougent pas. Mais comment ne pas faire bouger les fondamentaux dans un univers numérique qui bouleverse nos pratiques? C'est ça, tout le point de tension des assises est ici. Et je crois que quand Saint-Exupéry dit, lui qui recrée un chemin avec 21, du récit long,
un peu en marge des grandes évolutions du métier, je pense qu'il a une réponse intéressante, mais elle n'est pas suffisante, parce que 21, c'est une réponse parmi tant d'autres, et ça ne suffirait pas à répondre, par exemple, au travail que vous faites, vous, en tant que quotidien généraliste. Tiens, peut-être un moyen de rapprocher justement les médias et le grand public, le fact-checking. Oui, alors ça, c'est une chose que nous suivons avec beaucoup d'intérêt et on essaie d'être un peu aux avant-postes là-dessus parce qu'il correspond à un besoin qui apparaît dans toutes les enquêtes que nous menons auprès du public sur le besoin de vérité, le besoin de transparence, y compris avec les dérives que peut susciter cette envie de transparence, puisqu'on sait que rien n'est jamais totalement transparent, heureusement, et qu'une société qui virerait à la dictature de la transparence serait en mauvaise passe. Mais donc, il y a le fact-checking, cette idée de dire, voilà, dans un discours, la communication est devenue omniprésente, la communication politique, la communication économique, la communication de tous les acteurs. Est-ce qu'il y a un moyen de débrouiller ça? Et le fact-checking est une piste intéressante. Donc on avait invité il y a 3 ans le fondateur du fact-checking aux États-Unis, Bill Adair, qui avait, je crois, un peu essaimé après dans les rédactions au moment de la couverture de l'élection présidentielle. Et là, on poursuit ce chemin d'exploration avec Cory Hake, qui est la rédactrice en chef du Washington Post, journal en combien référent, et qui, depuis 1 an, investit massivement pour essayer de mettre au point un logiciel nourri par des journalistes, c'est-à-dire que le rôle du journaliste change un peu. Qui aurait pour vocation de dire pendant une interview à un politique, quand vous êtes un homme politique, je vous interviewe, et tout d'un coup vous m'affirmez quelque chose, et sur l'écran apparaît une image faux, ou vraie. Vous imaginez le côté déflagrant de l'affaire et le côté à la fois terrorisant de l'affaire. Donc je ne dis pas que là est la solution, mais c'est intéressant de voir vers quoi nous allons, et on va mercredi, je pense, beaucoup discuter autour de Cory Hake et de son expérience. Proximité et diversité sont les mots-clés du rapport que vous avez remis le 5 juillet dernier à François Lamy et Aurélie Filippetti sur les médias, mais c'est sur quartier que j'aimerais vous entendre. Alors, c'est difficile la question du vocabulaire pour tout ce qui touche au quartier populaire. Beaucoup de gens, voilà, comme tout mot est un ghetto et tout mot enferme. J'ai toujours la difficulté à parler d'une des causes sur lesquelles les assises ont toujours beaucoup travaillé, c'est-à-dire comment faire en sorte que le journalisme ne soit pas un journalisme de centre-ville, comme il a parfois tendance à l'être, un journaliste de conférence de presse, de sous-préfecture, de la mairie, voilà. Et pour être aussi le quartier de la marge du Caillé, de la banlieue, des quartiers populaires, où trop souvent nous sommes absents de la vie quotidienne et on nous le reproche assez. Alors est-ce qu'il faut parler de la diversité ? Je pense que c'est finalement le terme le mieux compris, la diversité sociale, la diversité culturelle, etc. Est-ce que la presse est représentative de cette diversité? Est-ce que nous, journalistes, nous traduisons cette diversité? C'est une des questions que nous posons. Et quartier, quartier c'est compliqué parce que banlieue, c'est compliqué. Banlieue, est-ce que Saint-Germain-en-Laye, à Paris, je vis en banlieue? Est-ce que c'est la même problématique que Clichy-sous-Bois? Évidemment non. Donc quartier populaire me paraît quelque chose qui continue de traduire une réalité, même si elle a l'avantage de ne pas pointer d'abord la différence culturelle, mais d'abord la différence sociale. Et nous allons donc pendant une matinée travailler sur la capacité de l'ensemble des médias associatifs de quartier, les radios associatives, les médias numériques, le Bondi Blog, etc., de voir si nous pouvons créer une plateforme numérique commune pour faire exister cette parole des quartiers au niveau national et ce journalisme de proximité surtout auquel vous êtes confrontés quotidiennement. Est-ce qu'on peut le professionnaliser, lui donner une visibilité? Passons des quartiers au village planétaire, cher à Marshall McLuhan. Si je vous dis Offshore Leaks. Alors, si je vous dis Offshore Leaks, je vous dis d'abord, venez tous au débat. Là, je fais de la promo, c'est pas bien, mais quand même, c'est un peu l'objet. Venez tous au débat mardi en début d'après-midi avec Gérard Reil, qui est celui qui a mené cette grande enquête internationale d'Offshore Leaks, et que nous avons convié, qui est venu des États-Unis pour la première fois en France, viendra présenter ce travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait travailler plus d'une centaine de journalistes de différentes nationalités, de différents médias, en commun sur un grand sujet qui est l'exhumation d'un certain nombre de sources. La question posée au-delà de ce travail en réseau, c'est jusqu'où le travail journalistique doit-il aller dans le fait de récupérer des documents. On l'a vu avec Wikileaks, on l'a vu avec... donc c'est aussi une question éthique importante. On voit bien que ça a permis de révéler un certain nombre de choses, et on voit aussi que la stricte publication sans vérification de toutes ces données d'information, et on le voit avec les scandales des écoutes américaines aujourd'hui,
que s'il n'y a pas un travail journalistique derrière, là encore, il y a un problème, puisqu'on peut mettre en péril des informateurs, comme ça s'est passé en Irak et en Afghanistan, ou des chauffeurs, etc., qui travaillent avec des journalistes. Donc on ne peut pas tout balancer. Cette idée que tout peut être dit, tout peut être fait, est une fausse piste. Et ce qui nous intéresse en faisant venir Gérard Reil de Offshore Leaks, c'est de dialoguer avec lui sur comment effectivement aller plus loin dans la recherche de l'information et comment continuer de respecter, c'est un peu de l'obsession, vous l'avez compris, comment continuer de respecter les principes qui font notre métier. Le meilleur moyen de tuer le métier de journaliste, je vous cite dans cette interview accordée à Télérama en 2009, c'est de faire vite. Alors j'aurais pu choisir les mots qualité ou contenu payant, mais c'est sur lenteur que je souhaitais que vous arrêtiez quelques instants. Oui, alors c'est une conviction simple, absolue, totale. J'ai pas beaucoup de convictions, enfin j'ai beaucoup de convictions et peu de certitudes sur l'avenir de la presse, parce que personne ne peut dire comment on peut aujourd'hui trouver la réponse à ces crises que nous traversons. Mais la question du temps, alors ça c'est une certitude absolue, c'est-à-dire que le jour où on aura convaincu tout le monde, les éditeurs, le public, etc., que le journaliste est celui qui retranscrit à la seconde même où il reçoit une information qu'il a retranscrit comme un flux RSS, il a tué le journaliste. Le journaliste, c'est un minimum de temps pour réfléchir, pour vérifier que cette information vaut bien le coup d'être reproduite, pour vérifier que cette information est juste, pour la mettre en perspective, pour la mettre dans un ensemble d'informations qui tout d'un coup lui donnent du sens. Et donc, plus la crise est importante, plus chacun se rend compte que ce qui sauvera le journalisme, l'information, c'est la recherche d'une information qui est utile aux citoyens. Et pour ça, c'est-à-dire qu'il y a un peu de temps, un minimum. Si nous nous transformions en simple propagateur de bruit, du bruit ambiant, du bruit de l'Internet, du bruit, bien nous consacrerions notre défaite avec une rapidité spectaculaire. De l'écrit aux écrans, justement, sur tous les supports, ils sont pour nous, journalistes, tantôt des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs, des internautes, des contributeurs sur les réseaux sociaux. Mais selon vous, il faut d'abord s'adresser aux citoyens avant de s'intéresser finalement aux médias qui est utilisé. Oui, parce que ici, je pense qu'il y a trois acteurs pour la qualité de l'information. Il y a le journaliste, vous, moi, d'autres. Il y a l'éditeur, l'employeur, le patron de presse, parce que les journalistes ne sont que des salariés, je crois qu'il faut le rappeler, ce n'est pas une profession indépendante, même le pigiste, il dépend et qu'un journaliste sans média n'est rien. Demandez à ceux qui, au détour du chemin, se font licencier d'un journal, ils savent que tout d'un coup, ils ne sont plus rien. Donc il y a journaliste, éditeur et le public, puisque sans le public, on ne trouvera pas la réponse à la question. On s'est trop longtemps enfermé dans un dialogue entre journalistes et éditeurs, en plus c'était souvent un mauvais dialogue, pour ne pas prendre en compte qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le public a besoin de nous, a besoin de notre information. Et je pense qu'on était dans trop d'arrogance ou trop de certitude et qu'aujourd'hui il nous faut revenir cruellement vers cette question en disant, vous public, qu'est-ce que vous attendez de nous? Alors évidemment, ne pas aller jusqu'à faciliter un média qui ne serait qu'un média de demande, puisqu'on peut avoir tendance à penser qu'un public, par goût de facilité, ne voudra que d'avoir des jeunes femmes qui disent allô et allô quoi, et qu'on a peut-être une autre ambition que de répercuter les allô quoi de la planète. Mais au-delà de ça, il y a quelle information? L'information précise de proximité dont on a besoin. Je pense que pour vous, une question que vous posez chaque jour, une question qui soit pertinente, qui aille toucher les vrais problèmes que rencontrent les Français. Donc oui, c'est avec le citoyen, et ça c'est pas un public marchand, c'est avec le citoyen qu'il faut dialoguer, et surtout que dans nos chartes de journalistes, on dit toujours quelque chose, c'est informer, le droit à l'information du public, hein, c'est un droit fondamental. Le public dans une démocratie a droit à une information libre, pluraliste et honnête, mais ce droit-là, il faut aussi qu'il se convertisse en exigence de qualité de la part du public. Il faut que le public participe à ce dialogue. Et moi, je regrette que les mouvements de consommateurs, par exemple, on voit 60 millions de consommateurs, il n'y a pas que l'électroménager, quoi, ou les forfaits téléphoniques. J'aimerais bien que ces mouvements se saisissent aussi de la question de qu'est-ce que vous, public, attendez de l'information. Et qu'est-ce que vous avez... Et c'est un peu ce qu'on espère autour de ces assises, et que le public messin, j'espère, nous fera le plaisir de faire, de venir débattre en disant, ben voilà, moi l'information, j'attends pas ça, mais j'attends ça. Bon, en décodant aussi, parce que je sais que les sondages peuvent prouver que la télévision préférée des Français est Arte et que c'est la plus regardée TF1. Donc il faut aussi mesurer ça. Mais au moins qu'il y ait ce dialogue-là, interrogeons-nous collectivement qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous attendons de l'information.